sujet extrêmement important pour nous, l'OSIM. Nous nous réjouissons de ce partenariat qu'on a toujours eu avec Data Protect et CIS. OSI et ses équipes sont remerciées pour tout l'effort qu'ils font pour la communauté avec l'OSIM. Nous avons développé et élaboré ce livre blanc qui sera présenté par Jean-Guy tout à l'heure. Et donc, en guise d'introduction, d'abord, je me réjouis d'avoir Si Abdelrahim Khis, qui est mon prof du lycée. Il est là, voilà. Merci Si Abdelrahim d'être là. Ça me va droit au cœur que vous assistiez à cette présentation, puis à cette matinée OSIM. Sans vous et sans les dizaines et centaines de milliers de personnes comme vous, peut-être nous, on ne serait pas là en train de prêcher la bonne parole. Vous ne serez pas là non plus à écouter cette bonne parole. Encore une fois, grand merci de nous avoir donné de votre temps et de nous avoir gratifié de votre présence. Alors l'OSIM, vous le savez, nous sommes 80 entreprises derrière elle qui regroupent quelque chose comme 200 000 utilisateurs. Nous existons depuis 25 ans. Nous travaillons essentiellement sur toutes les questions qui relèvent des technologies de l'information et du digital. Pour ceux qui nous connaissent, à travers notre site web ou à travers toutes les actions que nous entreprenons, nous organisons des rendez-vous mensuels, des livres blancs, comme celui-là. On en a une vingtaine, téléchargeables sur notre site web. À l'occasion de la 5e édition des Assises de l'OSIM, où encore une fois Data Protect est un très grand partenaire sponsor Platinum, nous allons aussi distribuer quelque chose comme 4 livres blancs, dont celui-là en fait que nous taxons plus d'un core book, d'un livre participatif, parce que dedans il y a aussi les témoignages, mais aussi l'état des lieux en termes de mesures apportées contre les méfaits de la cybercriminalité et du risque sur Internet d'un certain nombre de membres de l'OSIM. Donc je disais que cette thématique-là, thématique de la cybercriminalité, est extrêmement importante, pertinente pour l'OSIM. Nous travaillons sur ce sujet-là depuis très longtemps, nous sensibilisons, nous faisons beaucoup d'évangélisation sur ce sujet-là à travers les différents livres blancs, comme j'ai dit, ou à travers les différents rendez-vous que nous avons déjà organisés. Si Rachid Ba'avi, qui nous rejoint, est aussi membre du bureau de l'OSIM, et donc lui-même est membre du CMRPI et donc aussi de la campagne marocaine, tu me corriges, c'est Rachid, campagne marocaine nationale marocaine de cyberconfiance. De cyberconfiance, voilà, on donnera la parole tout à l'heure, tu nous en diras un mot, parce que tu es aussi à l'origine d'un guide de bonnes pratiques contre les risques cybercriminels pour les PME, et donc un livre blanc aussi qui sera partagé avec la communauté lors des assises de l'OSIM la semaine prochaine. Donc je disais qu'on fait énormément d'actions. À titre d'exemple, il y a 4 ou 5 mois, nous avons organisé une action au profit d'associations venant de zones défavorisées de Casablanca, Sidi Moumel, La Rahma, etc., pour des enfants en bas âge, moins de 14 ans, pour les alerter et les sensibiliser aux risques que peut en fait apporter une utilisation hasardeuse d'Internet ou de l'underground ou des jeux comme le Blue Whale, etc., etc. Donc voilà, encore une fois, en guise d'introduction, je ne veux pas être lourd. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à Marrakech. Lors des assises de l'OSIM, on aura 2 tables rondes qui vont parler aussi de la cybercriminalité. La première table ronde à laquelle participe aussi CIS OSI va parler de tout ce qui est défis politiques et juridiques autour d'Internet. Nous avons des intervenants venant de partout dans le monde qui vont aussi parler de cette thématique. Et on aura aussi un jeu, on va dire, enfin un jeu, c'est une expérimentation que va organiser BCG, que vous connaissez, le cabinet mondialement connu et reconnu, Boston Consulting Group, et donc qui vient avec 5 grands consultants experts, et donc ils vont faire jouer une simulation de cyberattaque et de comment l'entreprise, avec son CEO, avec son responsable de la sécurité système d'information, avec son DSI, etc., avec son conseil d'administration, ils doivent se comporter devant un risque cybercriminel. Donc voilà, je vous souhaite une excellente matinée en compagnie de Data Protect et de l'OSIM. Merci encore Jean-Guy pour tout ce que tu as fait et puis pour ta patience. Donc il a été très patient en
en questionnant les membres de l'OSIM, et puis pour la qualité de travail sur ce livre blanc que j'ai lu et relu avec une très 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 grande attention et plaisir. Merci encore. Merci, Mohamed. On tient vraiment de remercier l'OSIM et à leur tête, Sidi Mohamed Saad, qui a accepté effectivement qu'on puisse travailler ensemble sur c'est un projet qui date, je pense, un peu plus de 2 ans. La première fois dont on a parlé vraiment de faire je dirais, ça date vraiment de plus de 2 ans, justement. Nous avons trouvé de l'intérêt pour la question parce que, bon, nous sommes un acteur dans l'écosystème et on voit, effectivement, on était un peu frustrés parce qu'il n'y avait pas assez de données. Et on va parler tout à l'heure même d'un chiffre noir de la cybercriminalité au Maroc. Il y a beaucoup d'entreprises qui se font attaquer, on ne sait pas. Il y a des gens, aussi des particuliers, qui sont victimes d'actes cybercriminels, on n'en parle pas. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir une sorte de sinistralité informatique sur le cyberespace marocain et c'était effectivement l'objectif qu'on s'était donné. Alors comme on est un acteur dans l'écosystème, on ne voulait pas qu'on soit du jus parti, donc on voulait le faire vraiment avec la manière la plus professionnelle et la plus... c'est une occasion importante. Je fais appel à Jean Guérens, que nous venons d'effectuer, nous permet d'avoir une idée précise de l'état de la cybersécurité dans les entreprises et les organisations. Communication, elle a fait entre autres la première étude de la cybersécurité au Canada, et on l'a fait ensemble, je pense, en 2001. Voilà, 2001-2002. Et justement, l'idée, c'est de pouvoir effectivement reproduire cette expérience, c'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, je tiens à le remercier. Donc, il a fait le déplacement rien que pour ça. Donc, sans tarder, donc, je vais lui passer la parole pour restituer les résultats de cette mission-là, de cette étude. Et après, je reprendrai la parole justement pour qu'on puisse échanger par rapport aux conclusions et surtout par rapport aux pistes de réflexion et recommandations. Merci. C'est une occasion importante parce que le livre blanc que nous venons d'effectuer nous permet d'avoir une idée précise de l'état de la cybersécurité dans les entreprises et les organisations publiques marocaines. Comme vous le voyez ici, il y a 7 parties dans cette étude. On va commencer donc par définir le contexte du livre blanc, c'est-à-dire la méthodologie. Alors, ce livre blanc porte sur une population de 4600 organisations et entreprises qui a été fournie par, c'est une base de données qui a été fournie par l'OSIM. Il y a ses membres là-dedans, et puis il y a toutes les parties et tierces parties identifiées par l'OSIM au cours de sa carrière. Le sondage a été administré en ligne par Data Protect entre février et mai 2018. Donc vous voyez, sur une assez longue période de temps. Nous avons obtenu 126 réponses, dont un peu moins d'une centaine ont été considérées comme complètes. En outre, nous avons interviewé 8 personnalités du monde des affaires et aussi de l'université dans des interviews one-on-one, donc pas de sondage, à part du sondage. Et à partir de ces interviews personnalisées, donc qui vont plus en profondeur qu'un simple sondage, on a extrait une série d'études de cas et ces 2 sources, donc le sondage quantitatif et les interviews qualitatives, c'est la matière première en quelque sorte de ce livre blanc. D'abord, disons 2 mots sur l'environnement de ce livre blanc. D'une façon générale, il s'inscrit dans une montée de la cybercriminalité et surtout sur une prise de conscience de cette cybercriminalité, de cette montée de la cybercriminalité. Alors là, vous voyez un tableau qui montre les principales menaces qui pèsent sur la planète. Ce tableau est extrait du rapport du Forum économique mondial de Davos, qui a, en janvier de cette année, publié un rapport sur les perceptions des gens d'affaires dans le monde. Ce n'est pas un pays en particulier, c'est les gens d'affaires, tout le gratin mondial qui se réunit à Davos, comme vous le savez. Eh bien, ils ont situé les cyberattaques et le vol de données respectivement au 3e et 4e rang. Donc sur les 5 risques les plus importants qui pèsent sur la planète, juste derrière les phénomènes climatiques et les désastres naturels, les gens ont situé les cyberattaques et le vol de données et de fraude.
Donc vous voyez que la prise de conscience, on peut dire qu'elle est là, on ne peut plus se cacher derrière les faits irrationnels de quelques hackers amateurs. Là, on est dans le big business. Et or, la très grande majorité des organisations affirment disposer d'un tel programme de sécurité. Comme vous le voyez, 84% versus 16%. Et les 16% qui restent, il faut reconnaître que même ces 16%, ce ne sont pas des entreprises qui sont forcément démunies de tout. Certaines d'entre elles nous ont répondu qu'elles étaient en train de s'équiper d'un programme de cybersécurité. Donc, entre le moment où on a fait le sondage et maintenant, il est possible que le 16% est encore diminué. Et même le petit groupe d'irréductibles, ceux qui n'ont rien, qui ne sont pas en train de s'équiper, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien fait. Ils ont quand même des firewalls, ils ont quand même des solutions de traçabilité, ils sont quand même équipés au niveau technique. Ils n'ont rien fait en termes de gouvernance. On va voir que c'est une grave faiblesse, évidemment. Mais on ne peut pas non plus présupposer que ces gens-là sont ouverts à tout vent. Alors, les structures de gouvernance de la cybersécurité. Donc ça, c'est une chose, une diapositive très importante. Elle nous montre que plus de la moitié des organisations, 55%, ont confié la cybersécurité à un responsable de la sécurité des systèmes d'information, un RSSI. C'est un signe de maturité parce que ça prend en considération le fait que la cybersécurité, c'est un phénomène autonome, c'est un phénomène qui est à cheval sur la technique, sur la gouvernance, sur les communications, sur toute une série d'activités de l'entreprise. Donc, ce 55% est un bon signe. Toutefois, un tiers des entreprises confient encore la cybersécurité au directeur des systèmes d'information, le DSI. Alors ça, c'est l'approche traditionnelle et on voit que c'est en train de bouger. Maintenant, il faut aller un peu au-delà de ces résultats bruts, là. Quand on se pose la question, au niveau quantitatif, combien il y a d'employés qui travaillent en cybersécurité dans votre entreprise? Là, il ne faut pas s'étonner si la majorité des organisations consultées ont 2 employés ou moins affectés à la cybersécurité. Encore, s'agit-il souvent d'employés à temps partiel. Dans bien des cas, le RSSI lui-même, c'est un employé des TI à qui on a affecté la cybersécurité comme responsabilité additionnelle. Donc vous voyez, derrière les chiffres qui ont l'air très positifs, se cache une réalité qui montre, qui n'est pas négative, mais qui montre l'insuffisance des moyens déployés. Mais on va y revenir là-dessus parce que ça va se retrouver un peu partout dans notre étude. Formation et sensibilisation des employés. Alors ça, c'était une question à réponse multiple. On pouvait faire à la fois de la sensibilisation et de la formation à l'interne ou à l'externe. Alors, si on ajoute tous les gens qui ont une forme ou l'autre de sensibilisation, on s'aperçoit que 86% des entreprises font une forme ou l'autre de sensibilisation ou de formation. Mais vous voyez que de très loin, c'est la sensibilisation qui vient en premier, avec 74%, et 3/4 des entreprises qui font de la sensibilisation. Sans surprise, la petite minorité qui n'offre ni formation ni sensibilisation, les 14% que vous voyez à droite, là, eh bien, elles appartiennent toutes au groupe des organisations qui n'ont pas de programme de sécurité. Pas de programme de sécurité, pas de formation et de sensibilisation des employés. Donc on a quand même bien un petit groupe mal équipé. Maintenant, une entreprise, elle ne vit pas en vase clos, c'est pas comme un atome qui se promène dans l'espace. Ça vit dans un écosystème. Alors, il y a des relations avec les sous-traitants, des relations avec les clients. On a posé la question de savoir, est-ce que vous, quand vous confiez, disons, un contrat de sous-traitance avec une entreprise, quand vous signez un contrat de sous-traitance avec une entreprise, est-ce que vous prévoyez une clause consacrée à la cybersécurité?
Alors, vous voyez que plus de 3/4 des répondants incluent une clause écrite sur les risques de cybersécurité. Et plus précisément, ils disent exiger que les fournisseurs respectent une norme de sécurité ou encore disposent eux-mêmes d'un programme de sécurité. La plupart d'entre eux le font systématiquement, c'est les 2/3, 64%. Les autres le font parfois, 12%. Mais le 12%, parfois, ne veut pas dire qu'ils le font comme ça, comme ils y pensent. Ceux qui le font parfois disent qu'ils le font uniquement quand la loi 0908 sur la protection des données à caractère personnel l'exige, ou encore que la taille du contrat en question le justifie. Donc, on peut dire que c'est assez bien couvert des rapports de sous-traitance. Les contrats de sous-traitance s'occupent de la dimension cybersécurité. Maintenant, nous allons passer à la technologie qui est quand même un des fondements. J'ai dit que ce n'est peut-être pas le seul fondement à la cybersécurité, mais c'est quand même fondamental. Et là, on a abordé la fréquence des audits, l'existence d'un plan de relève, et puis le nombre ainsi que la gestion des cyberattaques. Alors, comment c'est les audits de cybersécurité qui sont populaires et la base de tout programme de cybersécurité, c'est l'audit. En effet, si vous faites un programme de cybersécurité, il faut d'abord identifier les éléments qu'il faut surveiller, il faut établir les dimensions du périmètre, qu'est-ce qu'il y a dedans. On voit que la très grande majorité des organisations marocaines a déjà effectué un audit complet de cybersécurité, et ça c'est encourageant. Seulement, si on regarde le détail, seulement 1/3 le fait de façon régulière. Et ces bons élèves de la cybersécurité sont presque exclusivement des grandes entreprises, et dans le cas où ce n'est pas des grandes entreprises, c'est des plus petites entreprises, des micro-entreprises, mais qui sont des micro-entreprises de TI. Donc des gens dont c'est le métier finalement de s'occuper de logiciels et de sécurité. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle parce qu'elle nous dit qu'il n'est pas répété chaque année, évidemment. Il devient très vite hors d'ordre. Les principaux systèmes de sécurité utilisés, donc vous voyez tout de suite, 98%, 90%, il y a des types de protection qui sont quasiment universels. On parle ici de solutions endpoint et de solutions réseau. Les solutions de traçabilité sont utilisées à plus de 60%, vous voyez à droite. C'est donc un bon niveau aussi. Par contre, on note une faiblesse au niveau de la protection des données. Moins de 40%, 39% au milieu. La protection des données, qu'elle soit par voie de cryptage, de DLP, d'anonymisation, traîne un peu de l'arrière. Or, il ne faut pas oublier que cette loi 0908 rend obligatoire la protection des données personnelles. Donc ça prouve que là, encore, il y a du travail à faire sur le plan purement technique. Alors, l'important du plan de réponse pour les organisations, parce qu'effectivement, quand un incident informatique survient, il est instantané, il ne se fait pas annoncer 3 jours à l'avance et il ne donne pas aux gens le temps de se préparer. Donc, impossible d'improviser une riposte, d'où l'importance d'avoir un plan de réponse. Il faut savoir à l'avance exactement ce que chaque employé va devoir appliquer en termes de procédure, tant sur le plan technique que sur le plan de la gestion, que sur le plan des communications. Communication, parce qu'il faut prévenir les employés, prévenir les sous-traitants, les clients, parfois la municipalité. Enfin bref, il y a tout un travail à faire et qu'il faut faire de façon quasi immédiate sur le champ au moment où l'attaque se produit. Il est encourageant de constater que plus des 2/3 des répondants affirment disposer d'un plan de réponse. Ceux qui n'en sont pas équipés correspondent aux habituels, ce que j'appelle moi les NINI, ceux qui n'ont ni programme de cybersécurité, ni audit. Ce sont des organisations à risque où un simple incident a le potentiel de se transformer en catastrophe. Alors, simulation de cyberattaque. Effectivement, pour faire un plan de réponse
réponse qui soit valable, qui soit bien adaptée à l'entreprise, il est important d'effectuer des simulations avec des hackers éthiques et de construire ce plan de réponse en fonction donc, des résultats observés. Sans surprise, on a plus ou moins le même taux de réponse que dans le cas des plans de réponse. 63% des organisations ont déjà procédé à des exercices de simulation. Donc, plan de réponse et exercice de simulation, ça va vraiment de pair. Encore faut-il distinguer deux types de répondants. Ici encore, il y a la minorité de 25% qui effectue des simulations annuelles et les autres qui font des simulations sur une base régulière ou irrégulière ou ponctuelle. Or, pour être efficace, encore une fois, c'est comme le dit, la simulation, elle doit être répétée sur une base régulière, de préférence annuelle. Le cas des cyberattaques. Alors ici, c'est assez intéressant parce que moins d'un tiers des répondants nous confient avoir déjà été victimes d'une cyberattaque. 31%. 31%, c'est peu, c'est très peu même. Parce que les chiffres officiels de l'Union européenne montrent que les entreprises européennes ont subi des cyberattaques dans un taux de 80%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il est significatif à regarder que ce sont les organisations marocaines les mieux équipées, qui ont des programmes de sécurité, des plans de réponse aux incidents, un audit de sécurité, qui disent avoir été le plus victimes des cyberattaques. Ça semble paradoxal. Pourtant, ça n'est pas tellement. Ça veut dire que les entreprises moins bien équipées, elles aussi ont dû subir des cyberattaques en grand nombre, mais elles ne s'en sont tout simplement pas aperçues. Donc, vous voyez que on a des chiffres qui ont l'air curieux, mais il y a sûrement dans ces chiffres-là une grande partie de sous-estimation de la réalité. Il doit y avoir plus de cyberattaques, plus ou moins graves. Parmi les organisations qui ont répondu, le type d'incident le plus répandu est l'attaque virale. Environ les 2/3 des cyberattaques déclarées sont effectuées par virus informatique et c'est suivi par la demande de rançon avec près de la moitié des cas déclarés. Mais en fait, tout ça c'est basé sur une très petite 31% de répondants. Alors, les normes, le cadre réglementaire, donc on s'aperçoit au Maroc que depuis quelques années, le Maroc s'est doté de tout un arsenal législatif, réglementaire en matière de cybersécurité. Et en outre, on sait que les organisations marocaines adoptent souvent des normes étrangères, des normes internationales. Les chiffres confirment exactement ça. Les normes marocaines, d'une façon générale, sont très populaires. Loi 0908, la DNSSI, et ça vient à égalité avec la norme internationale ISO 27001. Le petit groupe des organisations, vous voyez à droite, qui ont répondu autres, elles ont mentionné qu'elles étaient assujetties, enfin qu'elles avaient adopté la CNDP marocaine, le RGPD européen, le NIST CSF américain. Enfin bon, ils ont cité d'autres normes, mais enfin on voit qu'il y a donc un intérêt très massif des organisations pour les normes. Quant à celles qui ont répondu aucune, il y a toujours un petit groupe de réfractaires, il y en a quand même 2 d'entre elles qui affirment être en voie d'adoption d'une norme. Au total, on voit que 86% des organisations répondantes ont adopté une ou plusieurs normes de sécurité. Alors, ce succès des normes au Maroc, il faut dire tout de suite, c'est un signe encourageant. On a même remarqué, dans certains cas extrêmes, que les compagnies qui n'avaient pas adopté de programme de cybersécurité ont quand même adopté des normes. Alors, ça se passe comme si certaines compagnies, qu'on avait cru être très mauvaises au départ, finalement, elles considéraient que l'adoption d'une norme tenait lieu et place d'un programme de cybersécurité. Alors, vous voyez que ça pondère un peu nos nini du départ. La norme est vraiment ce qui fait pencher la balance du côté de la cybersécurité. Le niveau de l'investissement. Alors ici, on a cherché à évaluer l'investissement moyen en cybersécurité dans les organisations marocaines, et puis on s'est posé la question de savoir un peu de prospective, comment ça évolue dans le temps.
Investissement en cybersécurité. Alors là, vous voyez le chiffre. La grande majorité investit moins d'1 million de dirhams par an. On est forcé de dire que c'est pas beaucoup. La modestie des moyens déployés, eh bien, elle nous renvoie à l'état embryonnaire encore de la cybersécurité au Maroc. Et n'oublions pas, encore une fois, comme on l'a dit au départ, qu'on est avec des entreprises qui sont plutôt mieux équipées que la moyenne nationale. Alors voilà pour la photographie du temps présent, une faiblesse dans l'investissement. Mais qu'en est-il de l'avenir? Eh bien, l'avenir nous montre que, colonne de gauche, vous voyez, dans 45% des cas, cet investissement est appelé à augmenter au cours de l'année 2018. On posait la question de l'année, quels sont vos projectifs pour cette année à venir. C'est des projections assez sûres, on peut dire. On ne parle pas de dans 5 ans ou dans 10 ans, on parle de l'année 2018. Donc, 45% s'apprête à augmenter, mais 45%, c'est la minorité. Ça veut dire qu'il y a 55% qui ont ou des investissements stables, ou des investissements qui diminuent même, ou des investissements qui disent incertains. Incertains au début 2018 ou 2018, ça veut dire que ce n'est pas très fort. C'est insuffisant. En raison de la faiblesse des investissements présents, on aurait pu espérer qu'il y ait une vague massive d'investissements en cours. Eh bien, on voit que ce n'est pas le cas. Et encore, quand on demande qui investit, les organisations qui augmentent le plus leur investissement sont celles qui investissent plus de 5 millions de dirhams par an. Et on constate que ces organisations, plus elles investissent, plus elles ont déjà investi, plus elles prévoient encore investir le plus. Donc, on est en présence d'une sorte de cercle vertueux où les mieux équipés continuent à s'équiper mieux que les autres et à être au niveau international, bien sûr, mais à décoller par rapport à la moyenne marocaine. Donc, on a affaire à une petite élite extrêmement bien occupée. Alors, conclusion et piste de réflexion. Alors, à partir du sondage et des interviews qualitatives, on a identifié quelques grands enjeux auxquels sont confrontées les entreprises marocaines. Alors, je ne sais pas si tu veux... Oui, merci pour la clarté et la qualité de la présentation. Moi, je souhaiterais revenir sur un certain nombre de points avant de partager avec vous un peu les conclusions et surtout essayer de creuser ensemble quelques pistes de réflexion. Ce que vous avez dit, Jean-Di, c'est pratiquement un sondage des élites. Hein, c'est pour reprendre un peu votre mot. En fait, ce qu'il faut savoir, parce que dans n'importe quelle étude, la question qui se pose, peut-on extrapoler? Donc, c'est des conclusions que nous avons, mais est-ce qu'on peut les extrapoler par rapport au reste de la communauté? Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 ans, il y avait une étude qui a été faite par Symantec, et ils ont constaté que le Maroc, c'est le 3e pays le plus ciblé en termes de cybercriminalité. Il faut savoir qu'en Afrique, bien entendu, il faut savoir que nous avons une économie qui est quand même aujourd'hui, la transformation digitale, c'est quelque chose de concret, on le voit dans les banques, on le voit dans un certain nombre d'entreprises. On a un secteur financier qui est très développé, donc là où il y a de l'argent, donc il y a des actes qui peuvent être potentiellement monnayables, donc on est ciblé. Donc concrètement, ces élites-là, ils sont ciblés, c'est là où... Maintenant, il faut prendre ça par précaution, parce que nous, à travers notre retour d'expérience, on est souvent aussi surpris d'être sollicités par de petites entreprises qui subissent de graves problèmes de cybercriminalité. Il y a quelques mois, je recevais beaucoup de demandes de la part de petites entreprises, la fameuse arnaque au président, surtout les entreprises qui font de négoce. Elles reçoivent à travers un mailing de phishing, un email de la part, soi-disant, leur fournisseur qui demande prière de noter comment RIB il n'est plus d'actualité, voici la nouvelle attestation bancaire. Ça s'est arrivé, c'est un cas d'école pour Maroc
Maroc Aluminium, ils ont laissé plus de 40 millions de dirhams dans l'affaire, mais c'est arrivé aussi à beaucoup de petites entreprises. Et des fois, le gars, il dit, moi j'ai perdu 6 millions de dirhams dans l'affaire. C'est énorme pour une petite entreprise qui travaille dans le négoce. Donc ça n'arrive pas que grandes entreprises, même les petites entreprises sont encore visées, et encore plus les particuliers. Et des fois, les particuliers, c'est carrément des drames sociaux. Moi, j'en ai reçu quelques-uns, et effectivement, ils disent, voilà, ma vie est ruinée, on a pris ma photo, on a fait de ceci, on a fait de cela, et je ne peux plus aller au travail, je ne peux plus aller à l'école, je ne peux plus faire ceci, cela, etc. Donc voilà, donc l'extrapolation, je pense que oui. Alors, plus de 60% d'entreprises, ils ont dit qu'ils n'ont pas eu d'incident. Vous savez, dans la cybersécurité, il y a 3 couches. La détection, la prévention et la correction. Le pire qu'il peut y avoir à une entreprise, c'est de se lever un bon jour et de constater qu'il y a des choses qui datent depuis des années et dont on n'était même pas au courant. C'est le pire. Et souvent d'ailleurs, dans la détection, on détecte un peu plus tard, de façon hasardeuse, suite à un audit inopiné, suite. Donc voilà, la détection c'est élémentaire. C'est la première couche à développer dans un programme cybersécurité. Maintenant, comment on a fait en sorte qu'on ne s'est pas prémuni contre tel ou tel événement indésirable, ça c'est une autre question. Mais au moins, quelque chose qui se produit à un instant T, il faut qu'on le sache. Donc, probablement, comme l'avait dit Jean-Guy, c'est 60%, peut-être ils ne sont même pas au courant, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui l'a dit, il y a 2 sortes d'entreprises, celles qui sont fait l'objet d'attaques et ils le savent, et celles qui sont fait l'objet d'attaques et ils ne le savent pas. Tout le monde est attaqué, personne n'est épargné, et donc voilà, donc c'est peut-être ça. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, la corrélation entre ceux qui ont dit oui, on a subi le plan d'attaque, on a subi des attaques, ce sont ces entreprises-là qui ont le programme de sécurité, qui ont les moyens pour les détecter. Donc voilà, donc c'est extrêmement important cette corrélation, ça permet effectivement de savoir que effectivement, finalement, celles qui sont les plus équipées, et c'est celles qui ont les moyens pour détecter. C'est important. Alors, l'adoption des lois, donc vous avez parlé de loi 0908, la DNSSI, etc. En fait, ils le font, souvent d'ailleurs c'est le cas, ils ne le font pas par prise de conscience de risque, c'est plus par réglementation, par obligation. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui dans la cybersécurité, d'ailleurs c'est le cas dans le monde entier, ça fait bouger les choses, ça permet d'investir beaucoup parce qu'on est obligé de le faire. Quand Visa vous demande d'être certifié PCI DSS, vous n'avez plus. Des fois, on va même bloquer des projets si vous n'êtes pas certifié PCI DSS. La loi, il y a du pénal dans la loi 0908. D'accord? Pas au niveau du GDPR, mais il y a du pénal aussi, quand même. Vous êtes obligé de le faire. La DNSSI, pour tout ce qui est organisme à importance vitale, c'est une obligation, il y a un décret. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas. Et donc c'est ça ce qui va permettre, effectivement, et d'ailleurs on le voit dans l'étude, pour les organismes publics, il y a un niveau de conscience, ils font des audits réguliers, ils ont tout ça parce qu'ils sont obligés de le faire. Si vous voyez, si on aurait fait l'étude il y a quelques années, la réponse aurait été non. Parce qu'aujourd'hui, il y a un organisme, la Direction nationale du secret système d'information, il y a la CERT, il y a des décrets, il y a des lois, et les gens, ils sont sous la loi. Donc, on regarde vraiment ce qu'ils font, et on revient, on parle, etc., etc. Et puis, c'est tant mieux pour l'écosystème, parce que ça permet de faire, je dirais, tourner la machine, comme on dit. Alors, plus de 80% des entreprises ont un programme de sécurité, plus de 80% offrent à leurs employés de la formation, plus de 80% ont adopté plusieurs normes, près de 70% ont déployé un plan de réponse. Tout ça, c'est pour dire qu'il y a une prise de conscience. Prise de conscience d'abord par obligation, et prise de conscience aussi, il y a des entreprises qui font leur propre analyse de risque, analyse d'impact, c'est dire, bon voilà, il y a, ok, nous sommes conscients, on sait que ça risque de tourner mal, on sait qu'il faut y aller, on sait qu'il faut investir, mais, c'est là où il y a le mais, ça manque de moyens quand même. Donc, beaucoup d'entreprises, c'est presque 2 tiers, ne font pas des audits régulièrement, ils ne font pratiquement pas de simulation de crise, d'accord? Si faiblesse en manque de personnel d'investissement, d'ailleurs le manque de personnel c'est un pavé important, il revient à plusieurs rubriques de l'étude, on va en parler.
Donc justement, il y a une prise de conscience, mais les moyens, et je pense que c'est là où il y a le travail à faire pour pouvoir vraiment faire, surtout pour le reste de la communauté. L'axe technologique. Donc, en fait, finalement, tout ce qui est sécurité périmétrique, la plupart des entreprises savent le faire. Mettre en place les firewalls, les EPS, les outils de gestion de log. En tout cas, tout ce qui est périmétrique, il est bien, plus ou moins, je dirais même tout ce qui est aussi la partie endpoint, etc. Même s'il il est à renforcer un peu. Mais ce que nous avons constaté, c'est les données. La sécurité des données, c'est là où il y a le problème. Aujourd'hui, la donnée, c'est le pouvoir. On va voir d'ailleurs dans le programme de l'usine, on va parler beaucoup de données. La protection de données, les enjeux par rapport aux données, etc. Et aujourd'hui, la donnée, j'ai l'impression, en tout cas à travers cette étude-là, la partie anonymisation de données, la partie cryptage, la partie prévention de fuite de données, tous ces aspects-là, c'est là où il y a problème. Et je pense que c'est un axe qu'il va falloir vraiment lui apporter une attention particulière, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec les normes, on n'a plus le choix. L'axe organisationnel, il est plus ou moins bien maîtrisé. On voit que la plupart des entreprises disposent de structures adéquates. Donc il y a le RSSI. Bon, la question qui reste, est-ce qu'il est attaché à la DSI ou à la direction générale, etc. Mais en tout cas, elle est là. Le reste des entreprises, ils nous disent, bon voilà, c'est le responsable réseau qui fait de la sécurité de temps en temps, ça reste un peu éparpillé, ils le font d'une façon désorganisée, etc. Mais la plupart, c'est ma mémoire est bonne, 55% d'entreprises disent disposer d'organisations adéquates en termes de traitement pour le déploiement des programmes de sécurité, ce qui est une bonne chose. Là, la question, aujourd'hui, moi-même, en tant que DG d'une société qui opère dans la cybersécurité, aujourd'hui, on doit être quelque chose de plus de 125 personnes. Et pratiquement la plus grande entreprise au Maroc, dans la région, sur la partie cybersécurité, mais on souffre beaucoup. Les gens qui quittent aujourd'hui Data Protect, il y en a, ils partent à Dubaï, ils partent aux États-Unis, ils partent en Europe. Et même dans des pays, il y a quelqu'un qui est parti il n'y a pas longtemps, on lui a demandé il va partir où. Il a été débauché par KPMG Pays-Bas. On n'a rien en commun. Juste pour vous dire, aujourd'hui, il y a tellement une pression sur la norme, et vous voyez ça au niveau des journaux, de la presse marocaine, il y a une réelle fuite de cerveau. Absolument, je ne parle même pas de développement informatique, etc. Sur le domaine de la cybersécurité aujourd'hui, on a un problème sur cette partie-là. On a un problème en tant que prestataire de service, mais il y a aussi un problème côté utilisateur. Côté utilisateur, vous êtes aussi pire encore, plus concerné par nous que nous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous, on a des fois de la marge de manœuvre, on peut jouer sur pas mal de choses, etc. Alors que dans les structures, surtout gouvernementales, etc., ils n'ont pas la main. Ils ne peuvent pas jouer sur le salaire de gars parce que c'est une échelle, c'est ceci, c'est cela. Il fait partie il est dans une case, et, vous voyez, mais pas comme nous, on peut vraiment jouer sur pas mal de paramètres. Mais malgré ça, on a vraiment, je dirais, ce problème-là qui est un problème capital. C'est surtout aujourd'hui pour nous. Et on cherche. Il faut financer la croissance. On est dans plusieurs pays. Il y a des demandes un peu partout. C'est un réel problème. Je pense que la ressource se fait de plus en plus rare. D'abord, on ne produit pas assez. Hein. L'ingénieur, il n'y a pas assez de programmes. Il y a quelques-uns au niveau de l'INSEAD, d'un certain nombre d'écoles, etc. On ne produit pas assez. Mais quand on produit, c'est la plupart. Et ils vont faire quelques années, ils vont repartir, surtout en ce moment-là. Il y a beaucoup de fuites de cerveau. Et donc voilà, moi je pense que j'ai mis notamment une petite recommandation là-dessus, on va en parler. Donc en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et d'ailleurs, j'aimerais bien écouter si certes, sur ce volet-là, je ne sais pas, côté utilisateur de l'ESIM, il y a aussi ce manque de compétences. Et, en tout cas, les clients finaux, ils souffrent aussi de cette fuite de cerveau sur cette partie-là. Je vous laisserai peut-être le soin tout à l'heure d'en parler.
DNSSI, donc la Direction nationale du sécurité civile font un excellent travail, mais leur champ d'application, ça reste les OIV, les organismes à importance vitale. Moi, je dis, il faut aller au-delà. Ça prend des moyens, ça prend une envergure, mais c'est important. Parce qu'on a vu déjà ce qu'ils ont fait avec les organismes à importance vitale, ce qu'ils font avec ces infrastructures critiques, c'est assez intéressant. Il faudra peut-être élargir le champ pour aller vers d'autres structures qui ne sont pas probablement des organismes à importance vitale, mais aussi elles peuvent être concernées par ce programme-là de cybersécurité qui est extrêmement pertinent. La cybersécurité se professionnalise, nous avons besoin de plus de certifications professionnelles que de diplômes. C'est important. Donc aujourd'hui, la cybersécurité, ça se professionnalise à l'international. Il y a une certification dédiée. C'est important aussi d'accepter d'avoir dans ces équipes des personnes qui sont performantes, qui sont compétents et qui n'ont probablement pas de diplôme. D'accord? Ils n'ont pas de diplôme, bon, je dis pas de diplôme, ils n'ont pas de diplôme universitaire, ce que je veux dire. D'accord? Mais qui sont capables, ils ont des certifications, etc. C'est important dans notre secteur. Et d'ailleurs, nous, on a au niveau de Data Protect des gens qui ont un niveau bac. Ils ne sont pas nombreux, il y a quelques-uns, mais on a constaté qu'ils font des merveilles. Peut-être ils ont des soft skills qu'ils n'ont pas, il faut les accompagner, il faut canaliser leur énergie, mais quand vous les mettez dans des situations sur lesquelles ils sont très à l'aise, ils produisent des merveilles. C'est mieux même que des bac plus 5 ou des ingénieurs, etc., etc. Donc et c'est une expérience qui a été réalisée un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, dans le domaine de sécurité, on utilise de plus. C'est pourquoi d'ailleurs dans l'indice gestion, pourquoi pas un bac en informatique? Je pense que ça fera du bien à beaucoup d'entre nous, hein, sincèrement, moi y compris. Pourquoi pas un bac en informatique? On a un bac en sciences économiques, on a un bac en je ne sais pas quoi. Pourquoi pas? Je pense que c'est... J'ai l'impression que l'informatique est devenue un métier d'élite. Je pense, en tout cas ça m'engage comme moi, il faut aussi regarder l'Inde, comment ils sont arrivés, une puissance internationale, etc. Parce qu'ils ont banalisé l'informatique. Bon, c'était plus, durant des décennies, parce qu'ils étaient plus motivés par la création de la bombe nucléaire, et il y avait toute la filière scientifique qui a été banalisée, qui était accessible, etc. etc. Donc, moi je pense qu'il faut aller dans ce sens-là aussi. Parce que vraiment, pour essayer de drainer... Je pense, le Maroc, il doit produire des informaticiens en partant de la perspective qu'il produit aussi pour les autres. Pas juste pour son propre marché. Parce que finalement, ils partent. Donc autant d'inclure ça dans l'équation. Donc voilà, je pense que c'est important vraiment pour les années à venir, vraiment de s'inscrire dans cette perspective-là, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de prestataires souffrent de la pénurie des ressources en informatique. Pourquoi pas un programme de réhabilitation? Il faut peut-être puiser dans l'underground. Il y a beaucoup de pays qui ont fait cette expérience, aller chercher les gens qui étaient là, qui attaquaient, etc. Mais au lieu de les mettre dans les prisons, il faut peut-être juste canaliser leur énergie, réhabilitation, etc. C'est des expériences. Le monde anglophone, il n'a pas vraiment peur de ça, il n'a pas de honte à le dire, à le faire, etc. Nous, un peu, à l'image de ce qui se passe en Europe, c'est un peu, voilà, c'est... Je pense qu'il faut, quand je veux dire il faut aller vers les hackers, il ne faut pas non plus, voilà, les gens qui ont fait, quand il y a du pénal à appliquer, il faut le faire. Et ce que je veux dire, il faut aller même avant que cette communauté underground n'aille plus loin. Il faut organiser des événements. Nous, on fait des challenges de hackers, ça nous permet de détecter un peu les gens qui sont... Et d'ailleurs, on est surpris parce que souvent, il y a des lycéens qui viennent le voir. Et ok, ils sont intéressés depuis 13 ans, depuis 2 ans, depuis le plus bas âge. Et effectivement, ils s'intéressent à l'informatique, ils sont doués. Et donc voilà, c'est bien de canaliser leur énergie et de les mettre sur le droit chemin pour qu'on puisse vraiment les récupérer par la suite.
Alors, soutien aux PME. Donc, on a une agence Maroc PME. Je pense que la sécurité ou la cybersécurité, moi je l'ai toujours dit, c'est une question de souveraineté nationale. Il nous faut un écosystème propre à nous. Que ce soit un écosystème, je dirais, de prestataires, d'organismes qui surveillent, qui remontent des incidents, etc. La PME reste la partie qui n'est pas visible de l'iceberg. Je pense qu'un certain nombre d'organismes devraient, en tout cas, réfléchir, mener des réflexions pour pouvoir les aider à mieux s'équiper en termes de solutions de sécurité, les aider à mieux faire face aux enjeux de la cybercriminalité. C'est extrêmement important. On a parlé des 60% janvier qui nous disent que nous, on n'a pas subi d'actes cybercriminels durant ces derniers mois. Ce que j'appelle ici le chiffre noir de la cybercriminalité. Jean-Guy a parlé tout à l'heure de 450 milliards. Mais je me pose la question, au Maroc, on est à combien? Personne ne le sait. Alors on a Macert, on a DNSSI, on a un certain nombre d'organismes, les opérateurs télécoms, on a l'association bancaire, je suis sûr et certain, il y a de l'information. Moi je dis, comme on mène beaucoup de missions d'investigation, je parle du Maroc, je ne parle même pas de la région. Si je fais un peu de la région, c'est encore plus noir que ça. J'ai travaillé sur une affaire, il y a 2 ans, dans un centre d'appel. Le montant de préjudice a dépassé 1 million d'euros. Une seule affaire. Je veux dire, on n'en parle malheureusement pas. En fait, il y a des pays aujourd'hui où il y a une véritable sinistralité informatique qui est communiquée, qui est mise sur la place publique. C'est des pays qui ont passé des lois qui obligent les organisations à déclarer leur incident. Tout en gardant l'anonymat et tout ce que vous voulez. Il faut qu'on le sache. Il faut absolument qu'on le sache. D'abord, parce que ça permet aussi aux autres de savoir, bon voilà, il y a eu des modes opératoires qui sont frauduleux, qui peuvent pousser à arriver aux autres, etc. Partager l'information, c'est déjà une très bonne chose. Et deuxièmement, pour qu'on puisse nous aussi se positionner et savoir comment peut-on se prémunir contre ce genre de risque. Et quand on voit un peu ce qui se passe, moi je dis, vraiment, on regarde par exemple, on a travaillé il y a 3 semaines sur un cas de fraude assez sérieux dans un pays en Afrique subsaharienne. Et quand on a mené l'investigation un peu plus loin, on est arrivé à la conclusion que l'attaque, regardez, venait du Maroc. Les adresses IP, c'est des adresses IP marocaines. Et on a poussé encore plus loin, et on a vu que c'est la communauté non résidente, ce n'est pas des Marocains, qui venaient au Maroc pour attaquer des non-Marocains. À terme, c'est extrêmement dangereux pour la Maroc. Il y a des pays qui étaient comme ça, qui étaient des plateformes, comme ça on n'est pas encore arrivé là, mais ils étaient pratiquement blacklistés. Nos IP, un certain nombre d'IP publics marocains vont être blacklistés. Et donc c'est extrêmement pire. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, il y a même, je pense, 3 ou 4 jours, il y a été un réseau qui a été démantelé à Tanger, et qui effectivement, dans le mode opératoire, en fait, agir à partir du Maroc pour cibler des pays, des autres pays pour pouvoir effectivement, voilà, c'est des fraudes qui sont quand même assez sophistiquées. On parle de fraude sur les cartes bancaires, on parle de fraude sur le core banking, on parle même de fraude sur le réseau SWIFT. Donc c'est pas vraiment rien du tout. Et donc voilà, je pense qu'il y a de la vigilance à mettre sur ça. En fait, je pense qu'en matière de lutte contre la cybercriminalité, on ne peut pas faire cavalier seul. C'est important vraiment de se projeter dans cette dimension internationale et d'agir en concertation avec d'autres pays. Le Maroc est signataire de la Convention de Budapest. C'est une 40aine de pays qui sont signataires, mais je pense qu'en tout cas dans la région, le Maroc est là, en tout cas intérêt à ce qu'il puisse encore, s'il y a plus de collaboration par rapport à ça. Donc voici grosso modo par rapport aux pistes de réflexion que je
voulais partager avec vous. Moi, j'étais très content de faire partie de cette étude, de participer à cette étude avec l'OSIM, qui nous a beaucoup soutenus tout au long de cette démarche-là. Science Tech avec Jean Guérens, qui a apporté tout son retour d'expérience, qui l'a mis vraiment à notre portée. Il y a un livre, je pense, des 60 de pages, qui décrit chaque point de façon très détaillée, que nous mettrons à votre disposition, que c'est ça, Flozine. Et ça nous fera énormément plaisir de continuer effectivement à échanger avec vous sur cette thématique extrêmement importante. Et sur ce, je tiens à vous remercier pour votre attention. Je passe la parole à Cissa, peut-être pour en dire. Non, tu as tout dit, Ali. Et je remercie encore Jean-Guy et à Data Protect pour ce travail qui constitue d'être. Enfin, c'est le premier travail en fait dans le genre et comme étude, on va dire, terrain, mais aussi comme étude qui va apporter un certain nombre de clarifications pour la mise en place des stratégies et des mesures nécessaires, que ce soit par la DNSSI, par les pouvoirs publics, par la société civile, par les associations, pour justement, on va dire, protéger notre pays en fait, des méfaits de ce crime-là, de le protéger aussi, qu'il ne soit une plateforme, comme tu dis, de gens malveillants pour porter atteinte, partir de notre territoire à d'autres économies au-delà de nos frontières, mais aussi pour protéger le citoyen marocain contre les méfaits de la cybercriminalité. Donc encore une fois, grand merci. Et puis rendez-vous donné à la semaine prochaine pour la présentation et aussi pour le partage du livre qui est imprimé avec une très bonne qualité, avec un numéro ISBN. Donc Data Protect a tout fait pour que ce soit vraiment un ouvrage en fait qui restera dans les annales de l'OSIM, de Data Protect et de toute la communauté. Peut-être un mot aussi à Rachid Parabi qui est aussi très actif sur cette question-là et au sein de l'OSIM. Merci mes amis, monsieur Ali Jesus, monsieur Saint, monsieur Jean-Guy. J'ai eu l'honneur de... J'ai fait partie des gens que vous avez questionnés, je ne sais pas si vous vous rappelez. En fait, j'ai fait partie des sociétés qui ont participé à cette enquête. Ben, en fait, le tableau n'est pas trop noir. Donc, heureusement, il y a des analystes, après on a vu des analyses, des chiffres qui sont vraiment pas mal. Comme vous le savez, à l'ère de la distribution digitale, il y a, avec la technologie, maintenant, il y a une expansion de l'utilisation de données. Comme vous le savez, il n'y a plus que l'information avant. On stockait les informations dans des ordinateurs. Maintenant, on est entouré par des objets connectés, ce qu'on appelle les IoT, les Internet of Things. On est tout le temps connecté. Donc, il y a plein d'informations qui est générée dans l'écosystème. Donc, ce qui fait la cybersécurité pose de plus en plus une problématique. La cybersécurité est vraiment au cœur des préoccupations de plusieurs sociétés. On a vu, il y a pas mal d'études qui ont été faites sur les attaques et qui ont coûté énormément aux sociétés. Nous, avec la collaboration du Centre marocain de recherche des polytechniques et des innovations, et en collaboration avec l'OSIM sous la présidence de M. Seb, on a élaboré un guide qu'on a appelé guide de bonne pratique pour les petites et moyennes entreprises, comment faire face aux menaces cybernétiques. C'est un guide qui répond pratiquement à toutes ces questions et qui répond à ces menaces. On a essayé dans ce guide, en tant que DSI, on connaît la problématique des DSI et des RSSI. On ne peut pas avoir connaissance de tous les standards, toutes les informations, toutes les lois, toutes les directives qui régissent la partie cybersécurité, cyberconfiance. Donc, on a pensé à un guide qui va rassembler, qui va un petit peu faciliter la vie au DSI et au RSSI pour parler un petit peu de l'écosystème cyberconfiance en parlant des lois qui existent, comme loi 0108, la DNSSI, le RGPD maintenant, qui vient de sortir en mai 2018, qui parle des standards internationaux, par exemple comme ISO, la famille ISO 27000, de 27001 jusqu'à 27005, qui parle de les PCI, les PCA et tout ça. Donc c'est vraiment une liste exhaustive jusqu'à présent, update, avec même les dernières attaques qui ont été faites
comme le NotPetya, l'attaque WannaCry, l'attaque de Facebook de 50 millions comptes qui ont été dérobés. Donc, je vous invite, Inch'Allah, aux assises de l'OSIM, de partager avec nous ce guide, Inch'Allah. Et il y a aussi la partie, on va parler aussi de l'intelligence artificielle, on va parler des big data, donc qui sont maintenant, qui posent beaucoup plus de problèmes qu'il y a des menaces et des opportunités. Ce qui fait la partie cybernétique est devenue de plus en plus intéressante et plus et à jour. Et comme je vous ai dit, c'est le centre de préoccupation de plein d'entreprises. Dans le cadre de M. Saad a parlé de la campagne nationale Maroc Cyberconfiance. C'est une campagne qui a été lancée sous l'égide du ministère de la Justice le 24 avril, je crois, et qui a pour rôle, en fait, de 5 ans, c'est une vision de 5 ans, qui a pour rôle de sensibiliser et de produire de la formation, des conférences pour sensibiliser et le particulier et les entreprises. Donc il compte à pour l'instant, il a élaboré trois guides. Il y a un guide pour les moins de 12 ans qui s'appelle Méfie-toi sur Internet, un deuxième guide de plus de 2 ans et le guide dont je vous ai parlé de PME, comment faire face aux menaces cybernétiques. Je suis organisateur d'événements professionnels. Je suis ravi d'avoir assisté à ce séminaire, à cette présentation. Moi, je voulais poser une question, et en fait, vous avez dit un mot-clé, la chouma, la honte. Je pense que la majorité des organisations au Maroc subissent des attaques, souffrent de ce problème de cybercriminalité. La liste peut être très longue, mais souvent, on ne l'avoue pas. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème culturel qui fait que lorsqu'on a fait l'objet d'un vol de données, lorsqu'on a fait l'objet de campagnes de cybercriminalité, même de l'étranger, etc., on ne le dit pas. Et donc, il y a peut-être un travail de sensibilisation culturelle, je dirais parce que la cybercriminalité, c'est une violence, c'est un viol. Et on le sait, beaucoup de gens qui se font cambrioler, qui se font voler, ne vont pas jusqu'au commissariat pour déclarer ce qu'ils ont subi. Et donc, peut-être qu'il faut rentrer par ce biais-là, c'est-à-dire, expliquer aux responsables que ce n'est pas une honte de déclarer qu'on a fait l'objet d'un... Parce que souvent on se dit, si je le dis, ça, ils vont dire que je ne suis pas compétent, que je n'ai pas fait le nécessaire, etc., etc. Je pense que le point d'entrée culturel, en tout cas pour le Maroc, il est à ce niveau-là. Je voulais aussi dire, le KGB, il y a 2 ans, a acheté 25 machines à écrire. Les anciennes machines à écrire qu'on connaît, c'est les dactylos. Et pourquoi il a acheté ces machines? Tout simplement pour taper les rapports ultra confidentiels où là, il n'y a aucun risque qu'ils soient, je dirais, cyberattaqués, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le cas du Maroc, ce qui nous protège, c'est, heureusement, c'est peut-être ça aussi, c'est le manque d'organisation. C'est-à-dire, le manque d'organisation des données, etc., a fait que une cyberattaque n'arrive pas à faire les mêmes dégâts que sur Facebook, etc., parce que les données sont éparpillées, etc. Je cite souvent l'exemple de ces cambrioleurs européens. Ils sont venus au Maroc pour cambrioler une banque. Ils se sont installés devant le matin pour voir les habitudes du directeur de la banque, pour se dire, ah, à 9h moins le quart, on va peut-être pouvoir y aller. Mais ils ont constaté que le directeur de la banque, chaque jour, il arrive à n'importe quelle heure. Et donc, ils ont renoncé, ils ont dit, écoutez, c'est pas possible de cambrioler la banque. Et je pense que cet exemple-là éclaire un peu aussi le fait qu'on ne déclare pas beaucoup de problèmes. Et donc, c'est pour ça que je dis, il faut que vous nous prépariez avec l'OSI, Inch'Allah, à quelque chose sur le culturel, le côté culturel dans cet aspect-là. Et merci beaucoup. Donc, concrètement, si le départ nous conseille de continuer à être désorganisé. C'est mieux pour la cybersécurité. Bon, je pense que le premier point par rapport
la honte, je sais pas ce que vous avez dit par rapport, je dirais, quand on se fait l'objet d'attaques, il faut le dire, il y a deux dimensions d'abord. Il y a celle d'entreprise, donc là, les pays, parce que c'est quelque chose de mondial. Une entreprise qui se fait l'objet d'attaques, elle va tout faire pour garder l'information pour elle. Et c'est tout à fait normal, parce que l'image de marque, parce que l'interprétation de marché, etc., etc. Mais les pays qui ont avancé sur ce volet-là, c'est les pays qui ont fait des lois. Surtout quand il s'agit de data breach, le flux de données, regardez par exemple, British Airways, s'il n'y avait pas cette obligation, et cette obligation, c'est pas juste de dire, écoutez, il y a 300 000 données de voyageurs qui ont pris un jour British Airways, qui se sont retrouvés dans la nature. Non, ils sont allés encore plus loin, contacter chaque client, parce que la procédure ou la loi, c'est ce qu'elle oblige à faire. Donc, je pense qu'au Maroc, à un moment donné, quand on parlait de code numérique, c'est Barry peut le confirmer, quand il est secrétaire au niveau de la direction de l'économie numérique actuellement. Et effectivement, il y avait cette dimension de faire obliger aux entreprises de déclarer des incidents. Malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement. J'ose espérer qu'un jour, ce sera le cas, parce que ça va nous permettre même d'avoir vraiment cette sinistralité informatique au Maroc. C'est des données extrêmement importantes. Après, il y a le particulier. Tout à l'heure, j'ai parlé des drames sociaux. Oui, il y a des drames sociaux cybernétiques. Les gens ne savent pas vers qui il faut s'adresser. Vous êtes victime d'une arnaque sur Internet, etc. Vous allez à la police pour faire une déclaration contre X, et voilà. Quelle est la procédure pénale déjà? Donc là, déjà, il y a un problème sur la procédure pénale. C'est-à-dire, il faut aller dans le détail. Les pays qui sont avancés là-dessus, ils vont aller jusqu'à détail. Ok, on récupère le poste de gars, il reste combien de temps chez nous, on en fait quoi, quel est le mode opératoire, on lui redonne ça, est-ce que la personne, il faut qu'il soit devant son ordinateur pour constater. Donc il y a un travail à faire au niveau de même ce qu'on appelle la procédure pénale. D'accord? Il faut que les gens aussi sachent, effectivement, la sensibilisation, c'est extrêmement important. Et ça démarre à l'école déjà. Au plus bas âge, vraiment aller sensibiliser les élèves par rapport aux risques cybernétiques, par rapport si jamais il a tel ou tel problème, voilà comment il faudra réagir, etc. C'est extrêmement important. Et voilà, moi je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Alors maintenant, par rapport à la désorganisation, et puis on a un cas d'école quand même au Maroc qui est assez sérieux. C'est la fuite des données, mais les affaires étrangères. On aurait dit, pour moi, il y a un avant et un après depuis l'incident. Et ça, c'est assez sérieux. C'est assez sérieux. Je pense que rien que ce cas-là, il faudra vraiment prendre les choses très très au sérieux. Et effectivement, c'est le cas d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, il y a un avant et un après. Hein. Donc on voit un peu pour les organismes à importance vitale, la prise en charge de ces dossiers-là, comment ça a été. Merci Saad, Ali et Jean-Guy pour cet excellent feedback sur l'étude. On a appris beaucoup de choses. Je voudrais revenir juste sur la partie ressources humaines. Rareté, mais il y a plusieurs éléments que tu as cités. Tu as parlé qu'on peut partir avec des bacs informatiques ou des niveaux bacs. Tu as aussi dit qu'il y a quelques écoles d'ingénieurs qui forment des informaticiens. Moi, je dirais, il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'il y a une rareté ou il y a un manque d'encadrement et d'intégration, de formation et encouragement à rester dans nos entreprises et nos organisations? Parce que je vais te dire une chose, l'OFPPT, il produit combien de techniciens en informatique chaque année? Combien de ces techniciens sont absorbés par le tissu TIC marocain? Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite dans ce sens? Quand on prend les écoles d'ingénieurs, combien d'écoles d'ingénieurs il y a au Maroc maintenant, publiques et privées? On ne va pas dire que tous ces gens-là partent à l'étranger. Et il y a une bonne partie qui reste au Maroc. Alors, moi je me dis qu'il y a un effort important de la part des organisations marocaines, surtout pour ce volet ressources humaines, pour qu'ils prennent des gens, qu'ils prennent la peine de les former, de leur offrir un cadre de travail, qu'il soit matériel ou immatériel, pour qu'ils restent, et bien sûr attirer les meilleures compétences. Parce qu'à mon avis, la rareté des ressources, c'est la rareté des ressources qui sont
prête pour faire une prestation. Là, c'est normal, et il doit y avoir une tension énorme. Mais par contre, je crois que pour résorber ce problème qui ne se pose pas que pour la sécurité, mais pour aussi d'autres secteurs TIC essentiellement, il faut qu'on fasse un effort d'encadrement, de formation et ainsi de suite. Merci. Merci. Oui, peut-être juste un petit mot par rapport à ça. Effectivement, il y a le volume, il y a aussi la qualité, l'encadrement, etc. Moi, je vous parle en tant que prestataire. Je pense qu'il y a beaucoup de prestataires qui partagent avec moi le même avis. J'ai aussi quelqu'un qui était chez nous pendant des années. Il est venu, il a déposé sa démission. Je vais vous surprendre ce qu'il m'a dit. Il faut le prendre vrai, il faut le souligner pour voir un peu l'état dans lequel l'esprit de nos jeunes sont actuels. Il m'a dit, je ne quitte pas Data Protect, je quitte le Maroc. Et bien là, c'est... Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le gars, malheureusement, quand il sort à 18h, il a des problèmes de taxi. Il s'est fait arracher son téléphone, et il a un problème de je ne sais pas quoi. Et puis le problème, c'est que en fait, au-delà, malheureusement, on lui propose un certain nombre de choses, etc. Et lui, il se projette dessus, malheureusement. Il se projette dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, surtout, aujourd'hui, ce phénomène, je ne l'ai jamais vu par le passé. Le problème, c'est juste ces derniers mois, malheureusement, on le constate. Et c'est assez malheureux. Mais je pense qu'il faut prendre les choses très au sérieux pour répondre à ça de façon multidimensionnelle. Et je pense que c'est important. En tout cas, moi, quand je prends un peu les choses aujourd'hui en termes de fuite de cerveau, c'est un peu l'état d'esprit, malheureusement. Sans verser dans le même... Je crois qu'il y a plus de gens qui se font flinguer au métro de Paris ou de New York au Maroc. Tout à fait. Il y a peut-être plus de gens qui se font arracher leur téléphone et leur portefeuille dans les ruelles de Paris et sur les Champs-Élysées que sur l'avenue Hassan II. Donc, c'est des cas particuliers. C'est des cas particuliers, mais... Ne généralise pas. Par contre, pour revenir au sujet de Cissé, je suis fortement convaincu, comme tu l'as dit, que des bacheliers feraient l'affaire. Parce que, bon, toute mesure gardée, peut-être qu'on ne va pas aller chercher un polytechnicien pour en faire un développeur, en France. Hein. Par contre, on va aller chercher un diplômé d'INSIAS pour en faire un développeur. Donc, vous voyez, donc aujourd'hui, peut-être, on a participé à un programme avec le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie numérique pour ouvrir en fait l'opportunité à des Bac plus 2 à Bac plus 3 pour qu'ils soient en fait les bons techniciens, développeurs dans la sécurité, cybercriminalité, etc. Aujourd'hui, tout le monde veut être ingénieur et de revenir faire du développement peut-être 1-2 ans, puis par la suite faire un boulot de chef et chapeauter une armée de développeurs. Je crois que la démarche aujourd'hui est relativement un mérite de réflexion, puis de revenir sur des Bac plus 3, ce n'est pas une tare, c'est peut-être donner plus de chance à justement ces bacheliers ou ces niveaux Bac pour trouver un boulot qui cadre avec les besoins du marché. Encore une fois, je me place du côté utilisateur et why not? Avec CTI de Top, on en a parlé, il est là. Il y a que c'était en 2006 2007 on a demandé des Bac plus 2, Bac plus 3. C'est peut-être le remède pour faire décoller le marché de l'IT au Maroc, répondre aux fournisseurs de services, aux utilisateurs, et puis why not, en exporter quand on en a beaucoup. Why not? Bonjour tout le monde, Taïb de pas. Bon, moi, à chaque fois qu'il y a une manifestation de cybersécurité, je ne peux pas ne pas y être. Et je m'excuse auprès de Saadi du retard parce que j'avais un engagement, contrainte familiale. Je peux vous dire une chose, que c'est dommage que la stratégie nationale en matière de cybersécurité qui a été définie en 2007 et retardée par Hamid Chami jusqu'en 2009 parce qu'elle devait sortir avec Maroc numérique,
Et on s'est dit, c'est pas grave, c'est que 2 ans, on va rattraper le retard. Et là, je ne sais pas, ça me tient tellement à cœur, parce que la première étude qui a été faite au niveau du DEPTI, c'était en 2007 avec Deloitte. Et déjà dans le temps, je leur avais dit, s'il vous plaît, tout ce qui est militaire, police et tout ça, vous laissez de côté. Ils savent ce qu'ils font, ils le font très bien, ne vous en faites pour eux. Mais par contre, tout ce qui est public, tout ce qui est ministère, tout ce qui est jeunes, tout ce qui est entreprise et tout ça, c'est notre problème, nous, en tant que ministère en charge des technologies de l'information. L'idée géniale d'un des conseillers de Sichami a voulu qu'il aille rencontrer les gens de la Défense, les gens de la gendarmerie, et proposer au ministre qu'il serait temps de confier la cybersécurité à ministère de la Défense. Qui le dit ministre s'étonnait lui-même devant Sa Majesté, pourquoi moi? Et même Sa Majesté leur dit, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi la Défense? Et je crois que c'est là, à partir de cette décision, je n'en veux à personne, hein, parce que souvent, parce que moi, bon, maintenant je suis à la retraite, je peux dire ce que je veux, c'est pas un souci. Mais ils font très bien leur boulot en tant que ministère de la Défense. Mais la cybersécurité globale, ce n'est pas leur problème. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont transformé la stratégie en un axe uniquement, celui des infrastructures d'importance vitale. Et tous les décrets, tout ce qui est sorti, c'est pour les infrastructures potentielles, ce que je comprends, parce qu'ils défendent, parce qu'il y a aussi la cyberdéfense, et peut-être la cyberdéfense passe par la protection des infrastructures d'importance vitale. Et tout le reste, c'est ce qu'on aime dommage, que ce soit le ministère de la Justice qui initie une campagne de sensibilisation à la cybersécurité, alors que ce devait être le ministère en charge des technologies, ou maintenant l'ADD, l'Agence de développement du digital, qui cherche toujours son chef. Et je ne sais pas si elle a démarré ou pas encore, mais si c'est possible, c'est toujours possible de rattraper la chose. Et de laisser tout ce qui est vital, tout ce qui est défense, tout ce qui est police au ministère de la Défense, et récupérer tout le reste pour qu'il y ait une stratégie cohérente, parce qu'il faut un pilote à bord. On ne peut pas se contenter de la bonne volonté de l'OSIM qui organise des séances de sensibilisation accompagnées par le ministère de la Justice. Demain, ça va être une association de jeunes qui veulent défendre le pays ou je ne sais pas quoi. C'est pas logique. Donc, mon message, s'il vous plaît, la cybersécurité est une chose très sérieuse, d'accord, qu'il faudrait prendre en charge par le ministère en charge du secteur. Et merci. Merci, c'était pas. C'est corrigé parce que peut-être je me suis mal fait comprendre. Concernant la campagne nationale Maroc Cyberconfiance, c'est sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce. Par contre, le lancement de la campagne a été présidé par le ministre de la Justice. C'est juste la journée d'inauguration, c'est-à-dire le lancement de la campagne. Merci. Merci pour la précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Intervention. Avant tout, je tiens à remercier l'OSIM, M. Alias Zouzi et la société Data Protect, M. Jean Guérens, pour cet excellent travail. Donc, je souhaiterais pérenne, donc au moins une fois par an, tous les 2 ans, et notamment élargi à un socle beaucoup plus grand, car la cybercriminalité se base d'abord sur la cyberdéfaillance de nous tous, utilisateurs. Et donc dans l'utilisateur, ça a été dit à plusieurs reprises, donc il y a monsieur tout le monde, il y a l'usage à domicile de tout ce qui est connecté, et donc le risque est beaucoup plus large, plus vaste que l'élite que vous avez citée tout à l'heure. Je reprends un terme que vous avez utilisé, c'est l'extrapolation. Donc il faut effectivement extrapoler. Il faut se dire qu'à domicile, par exemple, quels sont les moyens à disposition pour se protéger. Je ne vais pas trop parler, je vais dire 2 choses. Premièrement, comme pour le code de la route, le port de la sécurité, de la ceinture de sécurité est obligatoire. Il faut qu'on adopte le même réflexe quand on prend les autoroutes de l'information. Donc ça, c'est sans trop développer ce point-là, je pense que c'est assez clair. Deuxièmement, ces autoroutes-là ont un point d'entrée
ce sont des équipements fournis par des opérateurs télécoms. Les opérateurs télécoms doivent prendre leurs responsabilités. Quand il y a une alerte pour dire que tel et tel matériel, routeur par exemple, doit être à jour, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. C'est la première des choses. Et c'est surtout ce point-là qui est le point d'entrée pour justement faire des attaques par rebond. Vous avez cité l'exemple d'attaques de pays étrangers depuis le Maroc. Par des gens étrangers, c'est encore le pire. C'est tout simplement parce qu'il y a des défaillances à ce niveau-là. Et donc, prenons tous nos responsabilités et soyons très vigilants, et notamment les opérateurs télécoms. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci beaucoup, Cyril. Vous l'avez déjà évoqué. Bonjour, Pierre, je suis de la société Thales. Donc on est partenaire avec DataProtect sur une partie de solutions pour la protection des données. J'aimerais revenir déjà, je dis bravo pour la précision de l'étude, que je trouve très juste, en passant des messages qui sont peut-être pas les plus faciles à passer, mais qui sont justes. En tant que représentant pour le continent africain, parce que ma zone couvre toute l'Afrique, je vois beaucoup de similarités de cette étude-là qui pourraient être appliquées à d'autres pays. D'accord ? C'est pas véritablement concluant. Je vais être très franc. Pourquoi ? Parce qu'il y a un critère commun qui est la lenteur d'action. Et qui, malheureusement, dans ce métier-là de la cybersécurité, je vais être très très franc, personne ne vous attend. Les hackers en premier ne vont pas vous attendre. La mise en place d'une réglementation, la mise en place des actions, la lutte et le combat contre la cybercriminalité, c'est une lutte au jour le jour avec des moyens informatiques qui évoluent à une vitesse gigantesque et extrêmement rapide. Ça demande des moyens, mais ça demande aussi une gymnastique intellectuelle très rapide. On va être très franc, il est clairement difficile de se dire qu'un jour on pourrait être à 100% protégé contre la cybercriminalité. Néanmoins, on peut l'être au maximum. Et donc, il y a un certain nombre d'actions à mettre en place au plus vite. Donc, je salue encore cette étude-là qui, je trouve, est très juste. Et j'espère qu'elle apportera, pour avoir organisé beaucoup de séminaires depuis plus d'1 an, en parlant de la RGPD, et en entendant énormément de personnes, quels que soient les pays, en disant « la RGPD ne nous concerne pas, parce que ça ne concerne que le continent européen ». Et maintenant, ce discours-là change. Les gens nous parlent de la RGPD et s'aperçoivent de l'impact que c'est. Donc voilà, on voit une prise de conscience. Mon seul point, c'est de dire c'est très bien, mais il faut aller encore plus vite. C'est le but de l'action. C'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, c'est pas d'en faire des études et en rester là. Je pense que nous avons un partenaire qui est assez sérieux, en l'occurrence l'OSIM, c'est les utilisateurs. Voilà, les sondages, ça concerne les entreprises. Donc nous, cette étude-là, on va la mettre à la disposition. On a plus de 550 exemplaires qui vont être distribués à l'ensemble des participants de l'OSIM. Le but, effectivement, de passer à l'action. Et je pense passer à l'action, c'est le rôle de chaque entreprise. À partir du moment où les risques sont connus, il est extrêmement difficile de prendre la décision de ne rien faire. Donc les risques là, je pense qu'ils sont assez connus, ils sont accessibles, tout le monde partage la même chose. C'est pourquoi d'ailleurs il y a prise de connaissance. Après il y a la question des moyens. Les petites et moyennes entreprises n'ont malheureusement pas le moyen. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de Maroc PME. Là, il y a une piste, peut-être Maroc PME peut intervenir pour subventionner un certain nombre de programmes de cybersécurité. Et c'est des programmes qu'on peut qualifier de programmes assez critiques et qui peuvent renforcer vraiment la sécurité de nos entreprises. D'autant plus, comme je l'ai dit au début, le Maroc reste quand même le 3e pays en Afrique le plus suivi en termes d'attaques cybercriminelles il y a quelques années. C'est des statistiques de 5 ans. Alors, si nous avons fait le tour de la question, peut-être si ça va donner. Peut-être le plus important, c'est justement ce what next, parce que faire une étude pour l'étude, bon, c'est pas très fun. Donc, what next, ce que nous entreprenons au sein de l'OSIM, et donc là, pour célébrer nos 25 ans,
c'est qu'à l'issue des assises de l'OSIM, et en plus de ce livre blanc et des autres qu'on va aussi distribuer, nous allons rédiger les 25 recommandations que nous allons adresser au gouvernement, hein, dont un certain nombre seront issus de ce livre blanc. Ça sera le What Next pour nous en tant qu'acteurs dans la société, pour donc justement impacter notre environnement et donc parler des grandes préoccupations de la société dans le digital, dans les technologies, dans la croissance du pays et le développement du pays, mais aussi dans ce chapitre qui parle de la cybercriminalité. Merci. Merci Cissad. Donc merci pour votre attention. Et donc, je pense à la semaine prochaine à Marrakech, Inch'Allah.